Stefan Zweig, la gouvernante. Les deux fillettes sont maintenant seules dans leur chambre. La lumière est éteinte. L'obscurité les entoure. Seul leur lit projette une faible blancheur. La respiration des enfants est tout à fait légère. On pourrait croire qu'elles dorment. « Écoute, » dit alors une voix. C'est la cadette qui a 12 ans, qui doucement, peureusement presque, questionne dans l'ombre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répond sa sœur de l'autre lit. Elle n'a qu'1 an de plus. « Tu ne dors pas encore ? C'est bien. Je voudrais te raconter quelque chose. » Pas de réponse. Seulement on entend un froissement dans le lit. L'enfant s'est dressé et regarde curieusement du côté de sa sœur. On peut voir briller ses yeux. « Sais-tu, je voulais te dire. Mais réponds-moi tout d'abord. Est-ce que rien ne t'a surprise ces derniers jours de la part de notre gouvernante ?» L'autre hésite et réfléchit. « Si, dit-elle ensuite, mais je ne sais pas bien quoi. Elle n'est plus aussi sévère. Dernièrement, je n'ai pas fait de devoir pendant 2 jours et elle ne m'a rien dit du tout. Et puis elle est toute... Je ne sais pas comment le dire. Je crois qu'elle ne s'intéresse plus du tout à nous. Elle se met toujours à l'écart et ne joue plus avec nous comme autrefois. Je crois qu'elle est triste et ne veut pas le montrer. Elle ne fait plus jamais de piano non plus. » Le silence retombe entre les 2 sœurs. Alors l'aînée dit à l'autre. « Tu voulais raconter quelque chose ?»« Oui, mais il ne faut le dire à personne, vraiment, ni à maman, ni à ton amie. »« C'est entendu, entendu. » Et déjà elle s'impatiente. « Qu'est-ce que c'est donc ?»« Eh bien, tout à l'heure, comme nous allions nous coucher, il m'est venu soudain à l'esprit que je n'avais pas souhaité la bonne nuit à mademoiselle. J'avais déjà ôté mes bottines, mais malgré cela je suis allée dans sa chambre. Et, tu sais, tout à fait doucement, pour la surprendre. J'ai donc ouvert la porte bien prudemment. Tout d'abord j'ai cru qu'elle n'était pas là. La lumière brûlait, mais je ne la voyais pas. Soudain, je fus terriblement effrayée. J'entends quelqu'un pleurer, et je vois aussitôt qu'elle est étendue sur son lit, tout habillée, la tête dans les coussins. Elle sanglotait au point que j'en eus un saisissement. Mais elle ne m'a pas vue. Et alors j'ai refermé la porte, tout doucement. J'ai dû m'arrêter un moment, tellement je tremblais. Puis ce sanglot m'est parvenu une fois encore, bien distinctement à travers la porte, et je suis descendue vivement. Toutes 2 se taisent. Puis l'une d'elles dit tout bas. « Pauvre mademoiselle !» Le mot tremble à travers la chambre comme un son vague et perdu, et expire bientôt dans le silence. « Je voudrais savoir pourquoi elle a pleuré, » reprend la plus jeune. « Elle n'a cependant eu de dispute avec personne au cours de ces derniers jours. Maman la laisse enfin en paix avec ses éternelles tracasseries, et nous, à coup sûr, nous ne lui avons rien fait, n'est-ce pas? Pourquoi pleure-t-elle donc ainsi ?»« Je crois avoir trouvé, » dit l'aînée. « Pourquoi? Dis-moi pourquoi. » L'autre hésite. Enfin elle dit. « Je crois qu'elle est amoureuse. »« Amoureuse ?» dit la cadette en tressaillant. « Amoureuse et de qui donc ? N'as-tu rien remarqué du tout ? Ce n'est pourtant pas d'Otto. Tu crois ? Et lui, ne serait-il pas amoureux d'elle ? Pourquoi donc lui, qui habite et étudie chez nous depuis déjà 3 ans, ne nous avait-il jamais accompagnés, alors que depuis quelques mois, il est tout le temps avec nous ? A-t-il quelquefois été aimable envers toi ou moi, avant l'arrivée chez nous de mademoiselle ? À présent, il est toute la journée autour de nous. Constamment, nous le rencontrons par hasard. Par hasard, au jardin public, au parc municipal ou au prater, partout où nous allons avec la gouvernante. Cela ne t'a-t-il jamais étonné ? Tout effrayée, la cadette balbutie. Si, naturellement, je l'ai remarqué. Seulement, j'avais toujours pensé que c'était... La voix lui manque. Elle n'en dit pas plus. Je l'avais tout d'abord cru, moi aussi, fait l'aînée. Nous sommes toujours en effet si bêtes, nous les filles. Mais j'ai malgré tout remarqué à temps que nous lui servions simplement de prétexte. À présent, toutes 2 se taisent. L'entretien semble terminé. Elles sont plongées dans leurs pensées ou déjà dans les rêves du sommeil. Alors la plus petite, ne parvenant pas du tout à comprendre,
dit encore une fois dans l'obscurité. Mais pourquoi pleure-t-elle donc? Il l'aime pourtant, et je me suis toujours imaginé que ce devait être si beau d'être amoureuse. Je ne sais pas, répond l'aînée, toute rêveuse. Je croyais, moi aussi, que ce devait être très beau. Et doucement, plaintivement, comme un souffle, de lèvres déjà lourdes de sommeil, s'échappe une fois encore. Pauvre mademoiselle. Puis le silence s'empare de la chambre. Le lendemain matin, elles ne reparlent pas de cela, et pourtant chacune d'elles devine que les pensées de l'autre tournent autour du même sujet. Elles passent l'une à côté de l'autre, elles s'écartent, mais leurs regards se rencontrent involontairement quand toutes deux observent la gouvernante à la dérobée. À table, elles considèrent avec attention Otto, leur cousin, qui vit à la maison depuis des années, comme si c'était un étranger. Elles ne lui parlent pas, mais sous leurs paupières baissées, elles louchent constamment pour voir s'ils n'échangent pas de signes avec leur gouvernante. L'inquiétude les tourmente. Contrairement à leur habitude, elles ne jouent pas aujourd'hui, et dans leur désir nerveux de percer le mystère, elles font des choses inutiles et sans objet. Le soir, l'une d'elles dit seulement, sur un ton froid, comme si cela lui était indifférent: « As-tu encore remarqué quelque chose ?»« Non, » répond sa sœur en se détournant. Toutes deux ont comme une crainte de se parler. Cette muette observation, ce manège et cette recherche des deux enfants qui, avec inquiétude, se sentent inconsciemment près d'un fulgurant mystère, continuent ainsi pendant quelques jours. Enfin, l'une d'elles s'aperçoit, à table, que la gouvernante fait un léger signe des yeux à Otto. Il répond par un signe de tête. L'enfant tremble d'émotion. Elle palpe sous la table la main de son aînée. Comme celle-ci se tourne de son côté, elle braque sur elle des yeux étincelants. L'autre comprend aussitôt le geste et devient, elle aussi, très agitée. À peine les enfants se sont-elles levés de table que la gouvernante leur dit: « Allez dans votre chambre et occupez-vous un peu. J'ai mal à la tête et je désire me reposer une demi-heure. » Les petites baissent les yeux, elles se touchent prudemment les mains, comme pour s'avertir mutuellement, et dès que la gouvernante est partie, la cadette bondit vers sa sœur. « Écoute, tu vas voir qu'Otto va se rendre maintenant dans la chambre de mademoiselle. »« Évidemment, puisque c'est pour cela qu'elle nous a dit d'aller dans la nôtre. »« Il faut que nous écoutions à la porte. »« Mais si quelqu'un vient ?»« Qui donc ? Maman ?» La petite s'effraie. « Eh bien alors ? Sais-tu, moi, j'écouterai à la porte, et toi, tu resteras dans le couloir, et tu me feras signe si quelqu'un vient. De cette façon, nous n'avons rien à craindre. » La petite fait la grimace. « Mais ensuite tu me raconteras tout, n'est-ce pas ? » ?»« Tout. Vraiment tout, mais tout. Oui, je te donne ma parole, et tu tousseras si tu entends venir quelqu'un. » Elles attendent dans le couloir, tremblantes et excitées. Leur sang bat furieusement. Que va-t-il se passer ? Elles se pressent étroitement l'une contre l'autre. On entend un pas, elles se sauvent et se réfugient dans l'obscurité. Effectivement, c'est Otto. Il saisit le loquet, la porte s'ouvre. Rapide comme une flèche, l'aîné s'élance derrière lui et se colle contre la porte, tendant l'oreille et retenant sa respiration. La cadette regarde vers elle avec regret. La curiosité la brûle, l'arrache de la place qui lui a été assignée. Elle se glisse vers la porte, mais sa sœur la repousse avec colère. Elle attend alors de nouveau dans le couloir, durant 2 à 3 minutes, qui lui paraissent une éternité. L'impatience la rend fiévreuse, ses pieds s'agitent à droite et à gauche, comme si elle était sur un sol brûlant. Elle pleurerait presque d'énervement et de colère en songeant que sa sœur entend tout et elle rien. Alors, à côté, dans la 3e pièce, une porte se ferme. La fillette tousse et toutes deux s'enfuient dans leur chambre. Là, elles sont un moment sans respiration et le cœur battant. Puis, sur un ton pressant, la cadette, avide de savoir, s'écrie: « Eh bien, raconte-moi !» L'aînée prend un visage pensif. Enfin, toute distraite, comme si elle se parlait à elle-même, elle dit: « Je ne comprends pas. »« Quoi ? C'est si étrange.
Quoi fait la cadette en haletant. À présent sa sœur essaie de se rappeler. La petite se presse bien contre elle pour qu'aucun mot ne lui échappe. C'était tout à fait étrange, si entièrement différent de ce que je pensais. Je crois que quand il est entré dans la chambre, il a voulu la prendre dans ses bras ou lui donner un baiser, car elle a dit « Laisse-moi, j'ai à te parler de choses sérieuses. » Je n'ai pu rien voir, car la clé était sur la porte, à l'intérieur, mais j'ai entendu bien distinctement ce qui se disait. « Que se passe-t-il donc ?» a répondu Otto, mais sur un ton que je ne lui connaissais pas. Tu sais bien que d'habitude, il aime à s'exprimer effrontément et bruyamment. Néanmoins, il a dit ces mots si timidement que j'ai tout de suite deviné qu'il avait comme une crainte. Et elle aussi a dû remarquer que son attitude était mensongère, car elle s'est contentée de dire doucement « Tu le sais bien. »« Non, je ne sais rien. »« Ah » a-t-elle fait alors, et cela avec un accent si triste, si terriblement triste. « Et pourquoi donc t'éloignes-tu brusquement de moi ? Depuis 8 jours, tu ne m'as pas dit un mot. Tu t'écartes de moi chaque fois que tu le peux. Tu n'accompagnes plus les enfants. Tu ne viens plus au parc. Te suis-je donc devenue tout à coup si étrangère ? Oh, tu sais bien pourquoi tu t'es éloignée brusquement de moi. » Otto s'est tu, et puis il a dit « Je suis maintenant à la veille des examens. J'ai beaucoup de travail, et je n'ai plus le temps de songer à autre chose. C'est absolument impossible pour le moment. » Alors elle a commencé à pleurer. Ensuite, elle lui a dit au milieu de ses larmes, mais avec tant de douceur et de bonté, « Otto, pourquoi mens-tu ? Dis donc la vérité. Je n'ai vraiment pas mérité que tu agisses ainsi à mon égard. Je ne t'ai rien demandé, mais il faut pourtant que nous parlions de la chose, entre nous. Tu le sais bien ce que j'ai à te dire. Je le vois dans tes yeux. »« Quoi donc ?» a balbutié Otto, mais très très faiblement. Et alors, elle a dit... Tout à coup, la fillette se met à trembler, et l'émotion l'empêche de poursuivre son récit. La cadette se presse contre elle plus étroitement encore. « Quoi donc ?» Alors la gouvernante a dit « Tu sais bien que j'ai de toi un enfant. » Avec la rapidité d'un éclair, la petite sursaute. « Un enfant ? Un enfant, mais c'est impossible !» Elle l'a pourtant dit. « Tu dois avoir mal entendu. » Non, et elle l'a répété. Et tout comme toi, il a sursauté et s'est écrié « Un enfant ?» Longtemps, elle s'est tue. Ensuite, elle a dit « Que va-t-il se passer à présent ?» Et puis tu as toussé et j'ai dû m'enfuir. La cadette regarde fixement devant elle, toute bouleversée. « Un enfant ? C'est pourtant impossible. Où donc l'aurait-elle mis ? » Je ne sais pas. C'est justement ce que je ne comprends pas. Peut-être à la maison, ou avant de venir chez nous. Naturellement, maman ne lui a pas permis, à cause de nous, de le prendre avec elle. Allons donc, tu sais bien qu'alors elle ne connaissait pas encore Otto. Elle se teste à nouveau, perplexe et se creusant la tête, fort embarrassée. La pensée de l'enfant les tourmente, et la cadette reprend encore. Un enfant ? C'est tout à fait impossible. Comment peut-elle avoir eu un enfant ? Elle n'est pas mariée, et seuls les gens mariés ont des enfants, je le sais fort bien. Peut-être était-elle mariée ? Ne sois donc pas si sotte, pas avec Otto en tout cas. Comment alors ? Elles ne savent plus que penser et se regardent fixement. Pauvre mademoiselle, dit l'une d'elles sur un ton de grande tristesse. Cette parole revient toujours sur les lèvres des fillettes, avec un soupir de compassion, et toujours la curiosité flamboie en elles, d'instant en instant. Je me demande si c'est une fille ou un garçon. Qui peut le savoir ? Qu'en dis-tu, si je la questionnais, tout discrètement ? Tu es folle ! Pourquoi ? Elle est si bonne pour nous. Mais à quoi songes-tu ? Tu sais bien qu'ils ne nous ont pas dit ces choses-là. On nous cache tout. Quand nous entrons dans le salon, la conversation cesse et l'on s'entretient avec nous de choses stupides, comme si nous étions de petits enfants. Et j'ai pourtant déjà 13 ans. Pourquoi veux-tu la questionner, puisque tu sais qu'on ne nous dit que des mensonges ? J'aurais tant voulu savoir. Et tu crois que moi je ne le voudrais pas ? Vois-tu, ce que je comprends le moins, en vérité, c'est qu'Otto n'en aurait rien su.
On sait pourtant qu'on a un enfant, de même qu'on sait qu'on a des parents. Il a faim seulement, le coquin. Il dissimule toujours. Pas pour une chose semblable, cependant. Ce n'est que quand il veut nous en conter. » À ce moment, la gouvernante entre. Elles sont immédiatement silencieuses et ont l'air de travailler, mais elle louche de son côté. Ses yeux semblent rouges, sa voix un peu plus grave et un peu plus vibrante qu'à l'ordinaire. Les enfants gardent un mutisme absolu. Elle lève soudain les yeux vers la gouvernante avec une crainte respectueuse. Elle a un enfant, ne peuvent-elles s'empêcher de penser constamment. C'est pourquoi elle est si triste. Et petit à petit, elles le deviennent elles-mêmes. Le lendemain, à table, une brusque nouvelle les attend. Otto quitte la maison. Il a déclaré à son oncle qu'il se trouvait à présent juste à la veille des examens, qu'il devait travailler d'une façon intense et qu'ici il était trop dérangé. Il allait se chercher une chambre quelque part pour 1 ou 2 mois jusqu'à ce que tout fût passé. Les 2 enfants sont terriblement émus en entendant cela. Elles voient là quelque rapport secret avec l'entretien de la veille. Elles devinent, avec leur instinct aiguisé, une lâcheté, une fuite. Quand Otto veut leur faire ses adieux, elles se montrent grossières et lui tournent le dos. Mais elle louche de son côté, maintenant qu'il est devant la gouvernante. Un tressaillement apparaît sur les lèvres de celle-ci, pourtant elle lui tend tranquillement la main, sans dire un mot. Les enfants sont devenus tout autres au cours de ces quelques jours. Elles ont abandonné leur jeu et perdu leur sourire. Leurs yeux n'ont plus leur ordinaire éclat de gaieté et d'insouciance. Elles sont en proie à l'inquiétude et à l'incertitude. Une méfiance sauvage les anime contre toutes les personnes de leur entourage. Elles ne croient plus à ce qu'on leur dit. Elles flairent, derrière chaque mot, le mensonge et les arrière-pensées. Elles observent et espionnent tout le jour. Elles épient chaque mouvement, recueillent chaque tressaillement, chaque intonation. Elles se glissent partout comme des ombres, écoutent aux portes pour attraper un mot. En elles se manifeste un furieux effort pour secouer, de leurs impatientes épaules, le sombre réseau de ces mystères, ou tout au moins pour jeter, à travers une maille, un regard dans le monde de la réalité. La foi enfantine, cette gaie et insouciante cécité, s'est détachée d'elle. Et puis, elles pressentent que la lourde atmosphère, engendrée par les événements, fera éclater quelque nouveau fait sensationnel, et elles craignent de le laisser échapper. Depuis qu'elles savent que le mensonge les entoure, elles sont réticentes et méfiantes, astucieuses et menteuses. Près de leurs parents, elles se renferment dans une puérilité qui n'est que simulée, pour se livrer ensuite à une soudaine exubérance. Tout leur être n'est plus qu'inquiétude nerveuse, leurs yeux, autrefois d'un éclat doux et léger, semblent devenus plus étincelants et plus profonds. À épier et à espionner ainsi constamment, elles sont si désemparées que leur amour mutuel devient plus intime. Quelquefois, dans le sentiment de leur ignorance, elles s'embrassent soudain furieusement, ne faisant que céder avec exaltation à un besoin de tendresse qui brusquement déborde, ou bien elles éclatent en larmes. Sans cause apparente, leur vie subit une crise soudaine. Parmi les nombreuses mortifications dont le sentiment ne fait que de s'éveiller en elles, il en est une surtout qu'elles éprouvent. Dans leur fort intérieur, sans proférer un mot, elles se sont engagées à procurer le plus de joie possible à leur gouvernante, elle qui est si triste. Elles font leur devoir avec soin et application, elles s'aident mutuellement, elles évitent de faire du bruit, ne donnent lieu à aucune critique et volent au-devant de chacun de ses désirs. Mais la gouvernante ne le remarque pas, et c'est cela qui leur fait si mal. Elle est devenue tout autre ces derniers temps. Quelquefois, quand une des enfants lui parle, un sursaut l'agite, comme si l'on venait de l'arracher brusquement au sommeil. Et alors, il semble toujours que son regard revienne de quelque lointain horizon et qu'il cherche quelque chose. Souvent, elle est là assise, des heures entières, à regarder devant elle en rêvant. Alors les fillettes marchent en glissant sur la pointe des pieds pour ne pas la déranger. Dans un sentiment vague et mystérieux, elles se disent qu'à présent, elle pense à son enfant,
à son enfant qui est là-bas au loin. Et des profondeurs de leur féminité, désormais éveillées, elles aiment de plus en plus la gouvernante, qui est maintenant devenue si douce et si bonne. Sa démarche, autrefois vive et pétulante, est à présent plus calme, ses mouvements sont plus circonspects, et dans tout cela, les enfants devinent une tristesse secrète. Elles ne l'ont jamais vue pleurer, mais souvent ses paupières sont rouges. Elles remarquent que la gouvernante veut leur cacher sa douleur, et elles sont désespérées de ne pas pouvoir lui venir en aide. Un jour qu'elle s'est tournée vers la fenêtre, et qu'elle passe un mouchoir sur ses yeux, la cadette prend soudain courage, lui saisit doucement la main, et lui dit « Mademoiselle, vous êtes si triste tous ces derniers temps, mais ce n'est pas nous qui en sommes cause, n'est-ce pas ?» La gouvernante la regarde avec émotion, et glisse sa main sur la chevelure souple de la petite. « Non, mon enfant, non, dit-elle, ce n'est pas vous, certainement. » Et elle l'embrasse doucement sur le front. Toujours observant et épiant, ne négligeant rien de ce qui touche le cercle de ses regards, une fois, en entrant subitement dans le salon, l'une d'elles a saisi un bout de conversation. Une phrase seulement, car les parents ont aussitôt arrêté l'entretien. Mais chaque mot à présent allume en elle 1000 suppositions. « Moi aussi, quelque chose de semblable m'a déjà étonnée, » disait la mère. « Je l'interrogerai dans ce cas. » L'enfant a tout d'abord cru que cela se rapportait à elle, et presque avec effroi, elle a couru auprès de sa sœur pour faire appel à ses conseils et à son aide. Mais à midi, elle remarque que les regards de leurs parents se fixent sur le visage distraitement rêveur de la gouvernante et se rencontrent ensuite. Après le repas, la mère dit d'un ton léger à la gouvernante « Je vous prie de venir dans ma chambre, j'ai à vous parler. » La gouvernante incline doucement la tête. Les enfants tremblent violemment. Elles devinent qu'à présent, il va se passer quelque chose. Et aussitôt que la gouvernante entre dans la chambre de leur mère, elles se précipitent derrière elle. Se coller ainsi aux portes, fouiller dans les coins, être aux écoutes, espionner, est devenu pour elles tout à fait naturel. Elles ne voient plus du tout ce qu'il y a là de laid et de risqué. Elles n'ont plus qu'une pensée, s'emparer de tous les secrets dont on voit leurs regards. Elles écoutent, mais elles n'entendent que le léger sifflement des mots qu'on chuchote. Un tremblement nerveux agite leur corps. Elles craignent que tout ne leur échappe. Voici que dans la chambre, une voix se fait plus distincte. C'est celle de leur mère. D'un ton hargneux et méchant, elle dit « Avez-vous cru que le monde est aveugle, qu'une chose pareille ne se voit pas ? J'imagine comment vous avez rempli votre devoir, avec de telles pensées et une telle moralité. Et c'est à quelqu'un de semblable que j'ai confié l'éducation de mes enfants, de mes filles, que vous avez négligé Dieu sait comment. » La gouvernante semble répliquer quelque chose, mais elle parle trop bas pour que les enfants puissent comprendre. « Des excuses. Toute personne de mœurs légères a ses excuses. Ça se donne au premier venu et ça ne pense à rien. Ah, le bon Dieu est là pour ça, n'est-ce pas? Et une personne semblable veut être éducatrice, former des jeunes filles. Ah, c'est une effronterie. Vous ne croyez pourtant pas que je vais vous garder encore longtemps chez moi dans cet état. » Dehors, les enfants tendent l'oreille. Un frisson parcourt leur corps. Elles ne comprennent pas tout cela, mais c'est terrible de leur mère, et, comme réponse, maintenant, les sanglots étouffés de la gouvernante. Les larmes coulent de ses yeux, mais leur mère ne semble qu'en être plus irritée. « Oh, c'est tout ce que vous savez faire. Pleurez à présent. Cela ne me touche pas. Je n'ai pas de compassion pour des gens comme vous. Ce qu'il adviendra de vous ne me regarde pas. À vous de savoir maintenant à qui vous adresser. Je n'ai pas à vous le demander. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas tolérer un jour de plus dans ma maison quelqu'un qui néglige si honteusement son devoir. » On ne perçoit comme réponse qu'un sanglot désespéré, sauvage et presque animal, qui, dehors, secoue les enfants comme un accès de fièvre. Jamais elles n'ont entendu pleurer de la sorte. Elles sentent, obscurément, que celle qui pleure ainsi ne peut pas avoir tort. À présent, leur mère se tait et attend. Puis soudain, elle lance durement. « C'est tout ce que je voulais vous dire. Préparez vos affaires dès aujourd'hui. Demain matin, venez prendre votre argent. Adieu. » Les enfants quittent la porte en bondissant et se sauvent dans leur chambre. Que s'est-il donc passé?
Ça a été pour elles comme un coup de tonnerre. Elles sont là, pâles et frissonnantes. Pour la première fois, elles soupçonnent quelque chose de la réalité. Et pour la première fois aussi, elles osent éprouver contre leur mère un sentiment de révolte. « C'est vilain de la part de maman de lui parler ainsi, » dit l'aînée, les lèvres serrées. Effrayée par un mot si téméraire, la plus petite balbutie plaintivement. « Mais nous ne savons pas du tout ce qu'elle a fait. »« Rien de mal, pour sûr. Mademoiselle ne peut avoir fait rien de mal. Maman ne la connaît pas. Et puis comme elle a pleuré, cela m'a fait peur. Oui, c'était terrible. Mais aussi, comme maman a crié contre elle, c'était vilain, je te le dis, c'était vilain. » Elle frappe du pied. Ses yeux sont voilés de larmes. À ce moment, la gouvernante entre. Elle a l'air fatiguée. « Mes enfants, j'ai affaire cet après-midi. Vous resterez seuls. Je peux me reposer sur vous, n'est-ce pas? Je viendrai ce soir, voir si tout va bien. » Elle sort, sans remarquer l'émotion des petites. « As-tu vu? Ses yeux étaient tout gonflés à force d'avoir pleuré. Je ne comprends pas que maman ait pu se conduire ainsi avec elle. »« Pauvre mademoiselle !» Ces mots résonnent à nouveau, compatissants et désolés. Elles sont là, toutes troublées. Voici qu'arrive la mère, qui leur demande si elles veulent venir avec elle se promener en voiture. Les enfants déclinent l'offre. Leur maman leur fait peur. Et puis, cela les révolte, qu'on ne leur dise rien du renvoi de la gouvernante. Elles préfèrent rester seules. Comme deux hirondelles dans une cage étroite, elles vont et viennent, étouffant dans cette atmosphère de mensonges et de dissimulation. Elles se demandent si elles ne doivent pas aller trouver la gouvernante dans sa chambre et la questionner, parler avec elle de tout ce qui s'est passé, lui dire qu'elle doit rester et que leur maman a tort. Mais elles craignent de la blesser. Et puis elles ont honte. Tout ce qu'elles savent, elles l'ont appris en écoutant aux portes et en épiant. Il faut qu'elles fassent semblant d'être bêtes comme elles l'étaient encore il y a 2 ou 3 semaines. Elles restent ainsi seules, un long et interminable après-midi, se creusant la tête et pleurant, et toujours résonnent à leurs oreilles ces accents effrayants, la colère méchante et impitoyable de leur mère et les sanglots de la gouvernante. Le soir, celle-ci vient les voir rapidement et leur souhaite la bonne nuit. Les fillettes tremblent quand elles la voient s'en aller. Elles aimeraient bien lui dire quelque chose, mais à présent qu'elle est déjà à la porte, la gouvernante se retourne soudain encore une fois, comme rappelée par leur désir muet. Quelque chose brille dans ses yeux, humides et troubles. Elle embrasse les 2 enfants, qui se mettent à sangloter violemment, leur donne un dernier baiser, et puis elle sort hâtivement. Les petites sont là, debout, tout en pleurs. Elles sentent que c'était là un adieu. « Nous ne la reverrons plus, » dit l'une en pleurant. « Crois-moi, demain, quand nous reviendrons de l'école, elle ne sera plus là. » Peut-être plus tard pourrons-nous lui rendre visite. Alors, elle nous montrera aussi son enfant, à coup sûr. Oui, elle est si bonne. Pauvre mademoiselle. C'est déjà un soupir sur son propre sort qu'exprime celle qui pousse cette exclamation. Peux-tu t'imaginer ce que ça va être pour nous maintenant, sans elle? Je ne pourrai jamais en souffrir une autre. Moi non plus. Aucune ne sera aussi bonne pour nous. Et puis... Elle n'ose pas achever, mais un sentiment inconscient de la féminité les rend respectueuses à l'égard de la gouvernante depuis qu'elles savent qu'elle a un enfant. Toutes 2 y pensent sans cesse, et maintenant déjà, ce n'est plus avec la curiosité enfantine du début, mais avec la plus profonde émotion et la plus grande compassion. « Écoute, » dit l'une. « Oui, sais-tu, je voudrais faire plaisir une dernière fois à la gouvernante avant qu'elle ne s'en aille. Ainsi, elle saura que nous l'aimons et que nous ne sommes pas maman. Veux-tu? Comment peux-tu me poser cette question? » Je me suis rappelé qu'elle aimait tant les roses blanches, et alors je pense, n'est-ce pas, que demain matin de bonne heure, avant d'aller à l'école, nous pourrions en acheter quelques-unes, que nous mettrions ensuite dans sa chambre. Mais quand les y déposerions-nous? À midi. Elle sera sûrement déjà partie. Sais-tu, dans ce cas, je préfère descendre très tôt et aller vivement les chercher sans que personne ne le voie, et nous les lui apporterons alors dans sa chambre. Oui, nous nous lèverons de très bonne heure. Elles prennent chacune leur tirelire et en sortent tout l'argent qu'elles mettent loyalement ensemble. Maintenant, elles sont redevenues plus gaies,
depuis qu'elles savent pouvoir donner encore à la gouvernante une preuve muette de leur attachement dévoué. Elles se lèvent de grand matin. Comme elles frappent à la porte de la gouvernante, tenant dans leurs mains légèrement tremblantes les gelées roses épanouies qu'elles veulent lui offrir, personne ne répond. Elles croient que la gouvernante dort et entrent avec précaution. Mais la chambre est vide et le lit n'est pas défait. Tout autour d'elle est épars, en désordre. Sur le tapis foncé de la table, quelques lettres jettent un faible éclat. Les deux enfants s'effraient. Que s'est-il passé? « Je vais trouver maman, » dit l'aînée, décidée. Et, arrogante, les yeux sombres, sans aucune crainte, elle se plante devant sa mère et lui demande « Où est notre gouvernante ?»« Elle est sans doute dans sa chambre, » dit la mère tout étonnée. « La chambre est vide, le lit est intact. Elle doit être partie depuis hier soir. Pourquoi ne nous a-t-on rien dit ?» La mère ne remarque pas du tout le ton méchant, provoquant de l'enfant. Elle est devenue pâle et se rend près du père, qui se précipite dans la chambre de la gouvernante. Il tarde à revenir. La fillette observe sa mère, qui semble très émue, d'un regard fixe et plein d'irritation que les yeux de celle-ci n'osent pas soutenir en face. Le père entre alors. Il a le visage tout blême, et il tient une lettre à la main. Il va avec la mère dans le salon, et là, lui parle à voix basse. Les enfants se tiennent dehors, et subitement n'osent plus écouter. Elles redoutent la colère de leur père qu'elles n'avaient jamais vu comme il est maintenant. La mère, qui sort à présent du salon, a les yeux gonflés de larmes et elle regarde d'un air effaré. Les petites s'avancent à sa rencontre, inconsciemment, comme poussées par l'angoisse qui est en elles, et elles veulent encore la questionner. Mais elle leur dit durement « Allez à l'école, il est déjà tard. » Et les fillettes sont obligées de partir. Elles sont là, assises comme en rêve pendant 4 ou 5 heures, parmi toutes les autres, et elles n'entendent aucun mot de ce qui est dit. Après la classe, elles rentrent précipitamment à la maison. Là, tout est comme à l'ordinaire, sauf qu'une pensée terrible semble remplir l'esprit des gens. Personne ne parle, mais tous, même les serviteurs, ont des regards si singuliers. La mère vient au-devant des enfants. Elle a l'air de s'être préparée à dire quelque chose. Elle commence. « Mes enfants, votre gouvernante ne reviendra plus. Elle est... » Mais elle n'ose achever. Les yeux des enfants sont si étincelants. Ils percent les siens de façon si menaçante, si méchante, qu'elle n'ose pas leur dire un mensonge. Elle se détourne, fait quelques pas, s'enfuit dans sa chambre. L'après-midi, Otto surgit soudain. On l'a appelé. Il y avait une lettre à son nom. Lui aussi est pâle. Il regarde partout d'un air égaré. Personne ne lui adresse la parole. Tous s'écartent de lui. Il aperçoit alors les 2 enfants tapis dans un coin et veut leur dire bonjour. « Ne me touche pas !» dit l'une, frissonnant de dégoût, et l'autre crache devant lui. Il erre encore un moment, gêné et confus, puis il disparaît. Personne ne parle aux enfants. Elles-mêmes n'échangent pas un mot. Pâles et troublées, désemparées, elles font le tour de l'appartement comme des bêtes en cage. Toujours elles se rencontrent, se regardent fixement, les yeux gonflés de larmes et ne disent pas une syllabe. À présent, elles savent tout. Elles savent qu'on leur a menti, que tous les gens peuvent être méchants et vils. Elles n'aiment plus leurs parents, elles ne croient plus en eux. Elles savent qu'elles ne pourront plus avoir confiance en personne et que maintenant tout le fardeau de cette monstrueuse vie va s'abattre sur leurs frêles épaules. De l'heureuse sérénité de leur enfance, elles sont comme précipitées dans un abîme. Elles ne peuvent pas encore comprendre l'horrible drame qui s'est joué autour d'elles, mais leur pensée fait des efforts inouïs pour y arriver et menace de les étouffer. La fièvre empourpre leurs joues. Elles ont un regard mauvais, courroucé. Elles errent çà et là, comme glacées dans leur isolement. Personne, pas même leurs parents, n'ose leur parler, tellement elles regardent le monde méchamment. Leur incessant va-et-vient reflète l'agitation qui bout en elles. Et, sans qu'elles se parlent, une solidarité effrayante existe entre les 2 enfants. Le silence impénétrable, inquestionnable, la douleur sourde, taciturne, sans cris, sans larmes, les rend étrangères à tous et menaçantes,
Personne ne les approche. Le chemin qui conduit à leur âme est coupé, peut-être pour des années. Ce sont des ennemis, sentent tous ceux qui les entourent, des ennemis décidés, qui ne peuvent plus pardonner, car depuis hier, elles ont cessé d'être des enfants. En cet après-midi, elles ont vieilli de plusieurs années, et c'est seulement le soir, lorsqu'elles sont seules dans l'obscurité de la chambre, que se réveille la frayeur enfantine, la peur de la solitude, la peur des morts, et puis une peur mystérieuse de choses confuses. Dans l'agitation générale de la maison, on a oublié de chauffer la pièce. Frissonnantes, elles se glissent alors dans le même lit, s'enlacent fermement de leurs maigres bras d'enfants, et pressent l'un contre l'autre leur corps grêle, non encore formé, comme pour chercher une assistance contre la peur. Elles n'osent encore pas se parler, mais à présent, la cadette éclate enfin en larmes, et l'aînée se met aussi à sangloter farouchement. Étroitement enlacées, elles pleurent, se baignent mutuellement le visage de larmes brûlantes, qui tout d'abord coulent hésitantes, puis plus rapides, et poitrine contre poitrine, l'une reçoit de l'autre le choc de son sanglot, qu'elle lui renvoie dans un frisson. Les deux enfants ne sont qu'une seule souffrance, un corps unique qui sanglote dans l'obscurité. Ce n'est plus la gouvernante qu'elle pleure, ni leurs parents, qui maintenant sont perdus pour elle, mais c'est une brusque horreur qui les secoue, la peur de tout ce qui pour elles va à présent sortir de ce monde inconnu dans lequel elles ont jeté aujourd'hui un premier regard plein d'effroi. Elles ont peur de la vie dans laquelle elles entrent maintenant, de la vie qui leur apparaît sombre et menaçante comme une forêt ténébreuse qu'elles seraient obligées de traverser. L'angoisse confuse qu'elles éprouvent devient toujours plus vague, touche presque au domaine du rêve, et de plus en plus leur sanglot s'affaiblit. Leurs deux haleines, à présent, se confondent, comme tout à l'heure se confondaient leurs larmes, et, enfin, elles s'endorment.